Bonjour et bonsoir à tous. Je suis très contente de vous accompagner pour ce séminaire ce soir et surtout d'accueillir notre invité, le professeur Cécile Boulanger de l'UCL, qui va donc nous parler ce soir plus particulièrement de ce moment un peu charnière où nos grands-enfants vont passer d'un service de pédiatrie à un service de rhumatologie adulte. Et il y a beaucoup d'enjeux à ce moment-là et vraiment nous attendons son exposé avec impatience. Donc bienvenue, professeur Boulanger. Mais merci beaucoup. Je suis juste docteur, entre guillemets, pas professeur. Oh, désolée, merci pour j'avais les dit professeur. C'est très gentil à vous, mais voilà, chaque chose en son temps. Je vais essayer de partager mon écran. Je vais d'abord ouvrir mon PowerPoint et essayer de partager mon écran. Pendant que vous vous livrez à ce petit acte technique, Oui. je vais donner quelques consignes si vous le voulez bien. Donc, pour nos spectateurs, nous avons inactivé vos caméras et vos micros afin que cet exposé se déroule vraiment dans la plus grande fluidité. Alors, vous avez tout à fait l'occasion de poser des questions quand vous voulez, mais ça se fait via un onglet qui s'appelle Q&R qui est dans le bas. Donc Q&R, c'est questions et réponses. Donc vous pouvez poser vos questions et moi je les transmettrai au docteur Boulanger. Et je voulais aussi vous rappeler quand même qu'on a un laps de temps assez limité, qu'on va devoir s'y tenir parce que nous avons d'autres activités. Voilà, excusez-moi, docteur Boulanger, je vous repasse la parole. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit bien. Super, je vais juste réduire les vidéos. Donc, je vois qu'on est un petit comité, donc c'est chouette. On pourra, j'espère que le chat fonctionnera et que l'on pourra échanger sur ce sujet particulier qui est la transition, donc la transition vers l'autonomie, vous l'avez souligné, qu'on aurait pu aussi appeler… Désolée de vous interrompre, on voit deux dias. Je ne sais pas. C'est en mode présentation. Bon, moi j'ai les deux. Voilà, j'approuve. Voilà, c'est ce que… Ouais. En fait, il est lancé, j'ai deux écrans, il est lancé sur mes deux écrans. Désolée, bon, on ira un peu plus vite. Je vais repartager mon écran alors. Et je partage bien qu'un seul écran. Là, vous voyez la présentation qui n'est pas encore en mode… Comment? C'est ça, oui. Et vous? Voilà, ici je le bascule en mode présentation. Du coup, que voyez-vous? On voit deux écrans, mais on va se satisfaire comme ça. Oui, oui, c'est tout à fait lisible. Paramètres d'affichage, je regarde. Là, c'est mieux? Voilà, pas du parfait. tout? Oui, voilà. Là, Yes! Super. Donc, comme je disais, c'est un moment, et comme vous l'avez souligné, c'est un moment charnière, puisqu'on peut parler de la transition vers l'autonomie, mais on pourrait aussi parler de l'éducation thérapeutique du patient. Nous allons voir que les deux sont liés. Alors, l'adolescence, c'est vraiment ce moment très particulier où on va vraiment faire la transition entre le monde de l'enfance et le monde adulte. Si on regarde un petit peu dans la société, au sens large, il y a des rites de passage présents dans de nombreuses cultures. C'est des moments vraiment cruciaux. On peut avoir la bat mitzvah chez les personnes de religion juive qui va se faire au début de l'adolescence, vers 12-13 ans. Les rites de passage amish où ils ont le droit de vivre en dehors des règles amish vers 16 ans et puis de réintégrer, s'ils le souhaitent, leur clan avant 26 ans. On voit ça chez les Inuits, on voit ça aussi dans les rites de passage Maasai, on voit ça aussi dans nos différentes cultures plus occidentales, que ce soit le Sweet 16 aux États-Unis, où la jeune fille a un super gâteau d'anniversaire, la limousine, etc., ou les prom nights très série américaine. Donc, c'est vraiment un moment important.
Alors, c'est quoi exactement ce passage? Eh bien, c'est vraiment un mouvement qui est délibéré des adolescents et jeunes adultes. On reviendra aux âges qui définissent cette période-là un peu plus tard, pour tous les adolescents. Et nous, on va s'intéresser à une frange de la population adolescente avec des problèmes physiques ou médicaux chroniques. Et grâce aux soins de santé qui se sont améliorés grandement ces dernières années, on a vraiment toute une frange de cette population-là qu'on va devoir, avec grand plaisir, puisque ça veut dire que c'est des personnes qui vont relativement bien transitionner chez les adultes. Et donc, le système de soins de santé est totalement différent et je pense qu'il faut une préparation aussi bien au niveau des adolescents que des adultes, mais aussi du monde médical qui entoure ces jeunes personnes pour assurer le suivi au mieux. Alors, en général, qu'est-ce qu'on attend de cette période de l'adolescence? C'est une responsabilisation, une liberté de décision, l'indépendance par rapport aux parents et la reconnaissance par rapport aux pairs, aux jeunes du même âge, le fait de pouvoir se débrouiller seuls, les premiers jobs étudiants, etc., plus tardivement dans nos sociétés occidentales, le départ du domicile familial et puis l'autonomie financière et administrative. Et on a comme ça une contradiction qui peut s'installer entre ce monde enfant, ce monde adulte, des fausses représentations du monde adulte. Donc, c'est important, quand on a une maladie chronique, de pouvoir être sensibilisé à ça et pouvoir travailler cela. Alors, en clinique, comment cela va se manifester? Donc, l'adolescence, on en a parlé, c'est la prise d'autonomie. La prise d'autonomie par rapport à la maladie, par rapport à ses traitements. Il va falloir bien faire attention pendant cette période à différencier le suivi et l'évolution psychologique du patient adolescent de sa maladie, ne pas mélanger les deux, et aussi pouvoir caractériser les impacts de la maladie sur les enjeux essentiels de l'adolescence, les premières sorties, l'identité, la sexualité, les choix professionnels aussi, puisque c'est à ce moment-là que des questions vont pouvoir se poser, l'autonomie aussi, et c'est une période aussi que l'on sait être connue comme étant plus compliquée, de rébellion par rapport au traitement, par rapport à la société, et encore plus par rapport au traitement, puisqu'on représente une certaine obéissance et une certaine autorité, donc on va devoir manager et faire bien attention à ce risque de décrochage et de perdu de vue de ces patients. Il y a aussi cet enjeu de la séparation, puisqu'on va passer d'un médecin adulte, d'un médecin pédiatrique qui connaît bien toute son histoire depuis le début, à un médecin adulte qui va devoir mettre les pieds dans un nouveau dossier. Donc, parfois, il y a des difficultés par rapport à cela, aussi bien du côté de la famille et du jeune que de l'équipe médicale, où on a parfois aussi du mal à passer les mains. Mais c'est vraiment hautement symbolique et on doit pouvoir faire ce pas dans de bonnes conditions. Et cette prise de conscience va se faire relativement vite, on va y revenir, et on va voir cette transition comme un double mouvement, retour vers le passé, où on va clôturer cette partie de la pédiatrie, faire le compte aussi des dégâts physiques et psychologiques. Parfois, ce n'est pas facile, parce qu'on doit remuer des vieux souvenirs qui sont un petit peu enfouis. On a parfois vu, dans le cadre de la polyarthrite, des enfants arriver dans de tristes états. Donc, on va devoir refaire une synthèse de tout ça et se replonger dans des souvenirs parfois pas toujours agréables. Et une projection vers le futur avec le monde adulte et ses contraintes. C'est parfois un petit peu plus compliqué. Et donc, dans la transition qui est longuement étudiée dans les maladies chroniques, en particulier dans le diabète, parfois, on va se retrouver avec des discours un petit peu différents entre le monde de la pédiatrie, où on est un peu paternaliste, et ce monde de l'adulte, où l'enfant, l'adolescent va être mis face à une certaine réalité, aussi des risques de comorbidité sur le long terme, les conséquences sur le long terme de sa maladie, auquel peut-être plus jeune, il n'était pas confronté. Et puis aussi, le jeune doit être bien conscient de ses décisions, et c'est aussi l'importance de pouvoir avoir une vue globale de la personne et savoir si en effet il a déjà acquis une certaine maturité pour se rendre compte que la décision qu'il prend aujourd'hui peut avoir des conséquences actuellement, mais aussi sur un futur plus ou moins prolongé. Et donc là, via le chat, je voulais un petit peu savoir, à votre avis, vers quel âge on peut imaginer faire la transition. Donc là, j'appelle le modérateur pour me donner les premières réponses. Je vois rien. Si c'est possible, sinon, Oui, voilà, on verra. Je pense qu'on aurait dû prévoir un petit sondage à l'avance.
Non, mais comme il n'y avait pas beaucoup de personnes, j'avoue, Ouais. je n'ai pas fait le sondage. Mais on verra, on découvrira les réponses après. On verra si ça Moi, correspond. personnellement, j'aurais envie de dire pas d'âge spécifique. En effet, en fait, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse parce qu'en effet, ça va vraiment dépendre de l'évolution du patient et de sa famille. L'âge n'est absolument pas un critère suffisant, hein. Et puis, en plus de ça, ça va aussi dépendre de la disponibilité des soins adultes. Il faut quand même quelqu'un de l'autre côté qui a un certain répondant et qui soit aussi sensibilisé à la prise en charge de quelqu'un de jeune avec ses questions et autres, quoi. Et de la complexité des problèmes de santé, si la maladie est calme au moment de la transition, l'autonomie du patient qui s'acquiert petit à petit. Et on va voir qu'il y a différents scores pour qualifier ce fait d'être prêt, hein, ce qu'on appelle du côté anglais le transfer readiness, mais je n'ai pas l'accent pour, je ne me suis pas vraiment entraînée. Et donc, tout ça va vraiment avoir le but de maximiser le fonctionnement des centres de santé pour permettre d'avoir vraiment des soins de qualité et de ne pas avoir de perte d'adhésion du patient dans cette période difficile. Alors, en fait, ça ne s'applique pas seulement aux jeunes qui ont une maladie chronique ou non, ça pourrait être, ce que je dis ici est valable vraiment pour tout le monde, hein. Ici, on va être un peu plus sensibilisé évidemment à la maladie chronique, mais dans l'idéal, tous les patients devraient pouvoir connaître ça via leur médecin traitant et cheminer du statut enfant pris en charge au statut autonome adulte, étape par étape. Et donc, au niveau des soins de santé, cette transition va être un double processus, comme l'a déjà un petit peu dit, aux soins des structures de santé, du service de pédiatrie vers le service adulte. Et ça ne concerne pas seulement les médecins, puisque quand on a une maladie chronique, souvent il y a les kinés qui sont impliqués, les assistantes sociales, mais aussi le système d'école. Parfois, il y a des patients qui ont dû avoir l'école à domicile pendant un certain temps. Donc, on va devoir faire la gestion de tout ça. Et vers donc ça prend l'équipe médicale au sens vraiment large, et puis la transition au sein de la famille, et donc le changement, le basculement des responsabilités dans les gestions du traitement. Donc ça, c'est au sein de la famille. J'aurais envie de dire en fait que c'est même un triple processus, puisque aussi l'image au sein de la société du jeune qui mature et qui avance. Et donc, ici, ce qui est important de voir, c'est que la transition est vraiment un processus global avec, au bout de la transition, cette idée de transfert. Donc, la transition est vraiment, ce n'est pas juste un vocabulaire différent, c'est vraiment une idée et un concept différent du transfert. Le transfert qui est un petit peu la cerise sur le gâteau quand on a fait une bonne transition, qui est vraiment je passe la main, en âme et conscience, on a bien fait les choses, on a bien travaillé en équipe et on passe la main, on fait le transfert du côté adulte. Dans certains cas d'urgence, le transfert peut se faire un peu plus vite sans tout ce processus de transition, mais on essaye vraiment de faire les choses de façon adéquate. Et donc, c'est vraiment ce que je viens de dire, hein, le transfert doit vraiment être préparé, anticipé au sein d'un processus de transition structuré, coordonné, ininterrompu, approprié au développement. Ça revient souvent, hein, il y a beaucoup de répètes, mais c'est parce que c'est tellement important à cet âge de l'adolescence, et adapté aux besoins psychosociaux et de l'adolescent et de la famille. Parce que pour les personnes qui ont vécu cette transition, on pourra en parler après dans le chat, il y a clairement une différence entre les soins pédiatriques et les soins adultes, avec un discours au départ en pédiatrie qui est basé sur la famille. Donc on s'adresse en fonction évidemment de l'âge de diagnostic aux parents et puis à l'enfant, tandis que chez les adultes, c'est le patient, l'enfant, l'adolescent qui va être au centre de la discussion et les parents au second plan. En pédiatrie, on va faire attention au développement global, la croissance, les problèmes hormonaux, l'apparition de la puberté, etc. Chez les adultes, parfois, voilà, ça fait moins partie de leur formation. Il y a d'autres choses pour lesquelles les adultes sont beaucoup plus sensibles et nous moins. Et donc, il va falloir pouvoir transitionner cela de façon lissée. Donc, les adultes vont être, par exemple, beaucoup plus sensibles à la consommation d'alcool, de drogue, à la sexualité, ou en pédiatrie, on est un petit peu moins sensible à ça. Donc, il va falloir vraiment travailler main dans la main pour pouvoir avoir une bonne vue d'ensemble. Et donc, au niveau du patient et de la famille, on viendra au niveau du médecin après, cette autonomie de l'enfance à l'adolescence va se passer en 3 niveaux. Donc, la dépendance totale, puis la gestion partagée, et puis la gestion autonome.
Et ces enjeux vont être à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'histoire médicale, de la prise des médicaments, de la prise de rendez-vous et les différentes étapes. Vous allez avoir des schémas explicatifs un peu plus loin. Mais c'est important de connaître ces différentes étapes, puisqu'en connaissant ces différentes étapes d'autonomie, on peut voir où on en est et pouvoir assurer le dossier derrière. Et il faut pouvoir, ce qui est délicat à l'adolescence, prendre en charge aussi bien les parents que les patients. Et on va avoir affaire à différents types de profils de parents avec lesquels on va devoir avancer, gérer, revenir en arrière. Certains, peut-être, d'entre vous vont se reconnaître à travers ces notes. Hein. Donc, il y a le parent gérant qui va tout gérer, qui ne va pas vouloir lâcher prise et on va avoir du mal à passer la main. Le parent co-gérant qui parfois laisse son enfant un peu trop tôt se débrouiller. On doit parfois lui dire, bon, ben là, il n'est pas encore prêt. Hein. Le parent accompagnant qui est très agréable une fois que la personne est un peu plus grande. Même chose pour le parent mémoire. Le parent soutien qui reste le rôle d'un parent à vie, hein, je pense. Et puis malheureusement, on a parfois affaire à des parents absents qui se désimpliquent totalement de la santé du patient dès que celui-ci est capable de citer le nom de ses médicaments. Et du côté des jeunes aussi, il y aura différentes étapes qui sont bien décrites, qui vont nous aider à pouvoir avancer dans ce rôle de la transition. Hein. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de cette période charnière de l'adolescence, hein, dont cet article, on ne voit pas la référence, mais d'Ojula, qui date de 2013, hein, qui n'est pas récent. Et donc, pour revenir à cette question de l'âge, la transition va débuter très tôt, en fait, hein, à partir de 10-11 ans. L'adolescent va pouvoir être autonomisé dans la connaissance de sa maladie. Donc, c'est important pour nous, médecins, d'avoir des supports à donner aux patients pour expliquer la maladie, pour qu'ils sachent c'est quoi sa maladie et pas seulement le nom, mais savoir décrire un peu plus c'est quoi sa maladie, c'est quoi les symptômes, c'est ce quoi il doit être vigilant hein, dans les douleurs, dans les raideurs matinales, par exemple, ce genre de choses. On va tout doucement travailler l'autonomisation par rapport à ces médicaments, connaître le nom de ces médicaments, savoir quand il prend. Et on va aussi travailler la place du parent pour qu'il puisse tout doucement aussi débuter l'autonomisation de son enfant. Évidemment, ça se fait assez naturellement, hein, dans la majorité des cas. Et puis la mi-adolescence, hein, 14-16 ans, le parent devient vraiment ce rôle de superviseur avec un adolescent aussi qui devient de plus en plus autonome, hein, puisque 16 ans, c'est l'âge des premiers jobs étudiants, les babysitting, etc. Donc, il a aussi une position qui change au niveau de la société. Je pense que c'est assez important. Et nous, on doit favoriser le fait qu'il va vraiment être proactif par rapport à sa maladie. Donc, il doit aussi penser qu'il doit faire ses suivis ophtalmologiques, il doit pouvoir penser, tiens, est-ce que j'ai encore des prescriptions parce que ma boîte de médicaments est presque vide. On va vraiment travailler ça, les systèmes de piluliers, en disant, mais tiens, maintenant, c'est à toi de gérer tes stocks de médicaments, etc. Et puis, on va vraiment arriver à l'envol du patient où on va être pris en charge par des médecins adultes avec des allers-retours en pédiatrie au début, hein, en fonction de la localisation du médecin adulte, etc. Et donc, donc en implication clinique, nous, de l'autre côté du bureau, on peut voir comme ça les patients et les parents évoluer, mais c'est l'évolution pour tout parent d'adolescent. Hein. Et nous aussi, de notre côté médical, on va devoir aussi se mouiller un petit peu le maillot et travailler pour que tout se passe au mieux. Et donc, comment cela se passe de façon générale, pas seulement en rhumatologie pédiatrique, mais il est très important d'identifier un soignant responsable de la coordination. Les équipes de rhumatologie pédiatrique étant assez petites en général, c'est souvent le rhumatologue pédiatre, hein, mais dans les grandes équipes où la transition est plus compliquée, il y a parfois un référent. Par exemple, dans des maladies type en hémato-oncologie pédiatrique où on est plusieurs à travailler dans le même domaine, il y a un médecin qui s'occupe de la transition, c'est le médecin référent, le pilier, qui va pouvoir faire la synthèse aussi avec l'équipe soignante et puis transférer petit à petit, faire le partenariat avec les adultes. Hein. Du côté adulte, on en a déjà parlé par le passé,
et il est important de s'informer des besoins spécifiques de l'adolescence, à faire des formations si nécessaire. Et puis, il y aura l'impact à long terme, hein, des cancers, puisque ici, c'est un article qui est pris à partir de l'hémato-oncologie pédiatrique, mais le cheminement est exactement le même. Et puis, l'idéal, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, organiser une consultation conjointe, hein, vraiment faire le relais, passer la main, permettre des allers-retours dans un certain temps, ce qui rassure les parents, ce qui rassure les patients, ce qui rassure aussi le médecin pédiatre qui a suivi pendant très longtemps l'enfant et sa famille, et puis pouvoir échanger l'information concernant les protocoles de soins. Et puis, le monde de l'adulte, ça ouvre aussi la porte à des nouvelles thérapeutiques auxquelles on n'a pas toujours accès, en pédiatrie, hein. Il y a des remboursements qui ne sont autorisés qu'à partir de 18 ans pour certains médicaments. Et donc, pouvoir rester chacun de son côté informé de cela. Et donc, si on doit avoir une recette miracle, je ne sais pas si on peut dire miracle, mais une recette pour que tout se passe bien, et ben donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la transition doit se faire dès le début de l'adolescence. Il faut en parler régulièrement pour ne pas qu'il y ait de surprise, pour que ça soit considéré comme une étape normale, et puis impliquer l'adolescent dans les décisions qui le concernent. Et ça se passe, comme je l'ai déjà cité, par « tiens, c'est quoi tes médicaments ? Ah ben tiens, est-ce que tu sais s'il te faut des prescriptions ? Ah ben, et maintenant, que penses-tu de ça ? C'est des belles petites questions, mais pouvoir changer de la triangulation où c'est les parents au centre et puis l'enfant derrière, à c'est les parents, c'est l'enfant devant et puis les parents derrière. Et puis, on va réfléchir avec lui et sa famille de ce qu'il veut transmettre au médecin adulte, hein. Pouvoir aussi permettre aux parents de dire leurs craintes, si c'est un adolescent qui a des décrochage scolaire, qui vit mal sa maladie, qui est en refus total de ses médicaments et de toute autorité, il va falloir aussi travailler cela. Et c'est pour ça que on doit se faire aider par des psychologues, hein, et c'est super important de pouvoir imaginer une clinique de la transition plus large que uniquement médecin. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir différentes étapes au sein de la transition, qui est la phase de préparation, la phase de transfert et puis la phase d'engagement. Et pour ça, en France, ils sont un peu plus en avance que nous. Et il y a la filière, je vous invite à aller voir si jamais vous ne la connaissez pas, mais il y a la filière des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires en rhumatologie, qui a fait comme ça un checklist, hein, qu'on peut imprimer en format A3 à avoir sur son bureau, où on va pouvoir stadifier les différentes étapes de la transition, de voir cocher au fur et à mesure des consultations. Ah ben tiens, il est prêt. Alors évidemment, il ne faut pas avoir complété toute la première partie rose pour passer à la partie bleue. Vous pensez, on est tous assez malins pour savoir qu'on peut parfois faire des allers-retours, on peut acquérir certaines compétences destinées aux 13-16 ans quand on n'a encore que 13 ans, et puis revenir en arrière, progresser, etc. Et vous voyez que déjà, il conseille assez tôt que le patient puisse être vu sans ses parents et que les parents puissent aussi être vus sans le patient pour pouvoir justement permettre à chacun d'avoir un temps libre, un temps personnel pour pouvoir échanger ses craintes sans imposer cela à ses parents ou à son enfant. Et puis, vers 14-16 ans, le mot qui revient, c'est capable, capable, capable. C'est la première étape de l'autonomie qui est super importante en vue de la transition et puis du transfert au monde adulte. Alors, vous voyez ici que chez les 12-14 ans, il y a le score EADS. C'est quoi le score EADS? C'est un score global de bien-être de l'adolescence qui ne va pas seulement concerner sa maladie, mais la vision que l'adolescent a de lui-même au sein de la société. Et on va pouvoir comme ça permettre de mieux le connaître et de pouvoir l'aiguiller au cas où on remarque des difficultés. Parce qu'on sait qu'un adolescent atteint de maladies chroniques est plus enclin à la dépression, est plus enclin au suicide, est plus enclin aux idées noires. Et donc, il est important d'être sensibilisé à ça et pas seulement se dire tiens, il a bien pris son méthotrexate, tiens, il a son suivi ophtalmo. Donc, il y a vraiment une globalité qui est nécessaire. Il faut être vraiment, les médecins, aussi bien adultes que pédiatriques, doivent être sensibilisés
à cela, et aussi pouvoir tout doucement poser des questions concernant les dépendances, concernant la sexualité, concernant le harcèlement. On en parle malheureusement beaucoup pour le moment, mais c'est des choses auxquelles on doit, nous, en tant que personnel de santé, on doit pouvoir mettre en avant et discuter sans barrière avec le jeune. Voilà, et puis on arrive dans la deuxième étape qui est le transfert, et puis l'étape finale qui est l'engagement. Alors ça, c'est le petit sous-main que le médecin peut avoir à sa disposition, mais il est aussi important que le jeune et l'adolescent, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être faire un peu plus souvent en pratique, ait aussi son formulaire de transition qui puisse remplir petit à petit. Et donc, il existe en effet un formulaire qu'il peut avoir dans son classeur médical qui lui permet aussi de se responsabiliser par rapport à sa maladie et de pouvoir cocher au fur et à mesure du temps, et voilà, où j'en suis dans la connaissance de ma maladie. Est-ce que je me sens à l'aise? Comment je vis avec maladie? Est-ce que je sais comment ça se traite? Est-ce que je sais comment, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire? Et avoir en fait un hétéroscore du développement de l'adolescent, hein, qui se fait sur différents items, hein, la prise de médicaments, les traitements non médicamenteux, les conséquences de la maladie sur le long cours, hein, avec des questions qui se posent par rapport à certains métiers, par rapport à des grossesses, au désir d'enfant, par rapport aux sorties, aux voyages, etc. etc. quoi. Donc, et puis l'autonomie qui est vraiment le centre. Hein. Sans autonomie, sans une bonne acquisition d'autonomie, ben, on ne peut pas faire de transition équilibrée. Et donc, tout cela pour arriver déjà aux conclusions, comment bien réussir la transition, eh bien, il faut pouvoir commencer le processus de transition très tôt, 11-14 ans. Ça semble assez tôt, 11 ans, puisque c'est encore 5e ou 6e primaire, mais tous les articles parlant de l'adolescence aussi bien, et de maladies chroniques, hein, que ce soit aussi bien en rhumatologie, puisqu'il y a le ELAR Press dans les annales de rhumatologie de 2017 qui ont fait tout un article sur la transition. Donc, aussi bien que les maladies chroniques rénales, aussi bien le diabète, aussi bien la mucoviscidose, tous parlent de l'importance d'une transition précoce. Pouvoir leur permettre d'avoir les connaissances nécessaires pour être autonome par rapport à la maladie et par rapport au traitement. Et je pense qu'en rhumatologie, on doit développer plus d'outils pour sensibiliser les jeunes par rapport à sa maladie. Hein. Il y a des brochures qui sortent, un petit livre qui a été édité il n'y a pas très longtemps, mais c'est vraiment important. Pouvoir examiner le patient seul dès qu'il est prêt pour lui permettre d'avoir une fenêtre où il peut se livrer, pour lui montrer aussi qu'on pense qu'il est prêt à tout doucement gérer sa maladie. Puis choisir en accord avec le patient et sa famille le bon moment pour le transfert à l'équipe adulte et voir aussi où cette équipe, où le patient va être suivi, puisque en rhumatologie pédiatrique, souvent, ça se fait dans les centres universitaires, puisque c'est là qu'il y a la spécialité, entre guillemets, de la rhumatologie pédiatrique. Et donc, c'est en général loin du domicile des patients et des parents. Or, la rhumatologie adulte, il y a souvent des centres beaucoup plus près, donc ça peut permettre aussi aux patients de se rapprocher de chez lui, d'avoir un suivi plus proche et d'éviter les trajets. Et donc, il est important de pouvoir discuter avec le jeune s'il veut un suivi plus proche ou s'il veut continuer à être suivi en universitaire. Et donc, on va pouvoir discuter avec lui des relais de proximité possibles. Le programme de transition doit se faire au moins 1 an avant le transfert pour pouvoir permettre une bonne acquisition de certaines bases. Identifier le médecin de l'adulte qui prendra en charge le patient. Et donc, ça remonte à ce que j'ai dit, pouvoir identifier une personne qui se sente à l'aise avec la question de l'adolescence, hein, puisque si c'est un médecin adulte qui ne voit que des gens de 40 ans, mais je pense qu'il risque d'avoir une perte d'adhésion du jeune et de la famille. Si possible, organiser le transfert quand la maladie est stable. Hein, c'est très désagréable pour le médecin adulte d'avoir l'impression qu'on lui refile la patate chaude comme ça d'un patient qui est en pleine complication, qui est en plein décrochage scolaire. Et donc, on se lave un peu les mains du côté pédiatrique.
Et puis pouvoir assurer la coordination entre équipes médicales et différents professionnels de la santé. Et ça, il y a parfois dans certains centres des infirmières qui peuvent aider à la coordination de cela. Et puis assurer la continuité des soins et suivre l'évolution du patient, même quand le patient a franchi la barre des 16 ans et 9 mois ou 18 ans en fonction des centres, où il est considéré comme adulte et doit être soumis dans un monde adulte. Et donc, on peut dire qu'une transition est réussie quand il y a un suivi médical régulier et approprié, une bonne adhésion au traitement malgré la transition au monde adulte, et tout cela en vue d'assurer un meilleur pronostic, d'assurer un avenir socio-professionnel familial, mais épanouissant, hein, n'avoir aucune limitation, non plus au niveau psychologique, hein, ne pas passer à côté de choses essentielles. Et on a du coup des indicateurs de réussite de la transition qui sont assez simples, hein, puisqu'il suffit que le patient ne soit pas perdu de vue. C'est très agréable pour les pédiatres quand on a transitionné en adulte, d'avoir transitionné en adulte, de temps en temps avoir des courriers d'un médecin adulte qui nous dit voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, le patient évolue comme ça. C'est très agréable. Le patient se rend en visite prévue en médecine adulte. Parfois, c'est une zone un peu grise, hein, quand le patient est transféré dans un centre de périphérie. On n'a pas toujours le retour, on ne sait pas ce qu'il en est. On a vraiment des patientes comme ça qui se fondent dans la nature. Ça m'est déjà arrivé où je pensais qu'elle était suivie chez des adultes. Puis 2 ans plus tard, je reçois un message en me disant voilà, j'arrive au bout de mes demandes de remboursement pour tel agent biologique. Merci de m'en faire un. J'ai plus vu le médecin depuis 2 ans. Et là, on se prend une grosse claque dans le visage parce qu'on a sans doute loupé quelque chose au niveau de la transition. Et donc, il est important de rester ouvert, de rester humble et de s'assurer de la bonne satisfaction du patient et de ses parents et de la bonne autogestion du patient. Et donc, quand on s'arrête, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on avait réellement bien travaillé ce readiness, hein? Est-ce qu'on avait vraiment bien rempli tous les items? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu précipité pour faire plaisir aux parents, aux patients, pour rapprocher le suivi? Est-ce que on ne s'est pas juste basé sur l'âge en disant oui, ce patient il a 18 ans, c'est bon, il peut être transitionné? Donc c'est là qu'intervient l'équipe multidisciplinaire, hein, avec le suivi psychologique qui n'est certainement pas à négliger dans les maladies chroniques. Je pense aussi qu'il doit y avoir une meilleure définition du groupe des AYA, donc ce qu'on appelle adolescents et jeunes adultes, hein, qui sont vraiment destinés cette période de la transition. Par exemple, quand on reprend un petit peu la littérature américaine, ils établissent les jeunes adultes jusqu'à l'âge de 35 ans. Bon, ça ne veut pas dire que je suis à l'aise pour suivre des gens de 35 ans, mais je pense qu'il faut pouvoir vraiment sortir des carcans de l'adolescence typique, 12-13 ans à 18 ans, point barre, quoi. Et puis, amélioration de la connaissance de la maladie et transition, je pense qu'une des pistes, mais j'attends aussi le retour des patients et des parents, pourrait être des ateliers, des groupes de parole, comme ça se fait en France avec le RESTRIP, comme ça se fait au Canada avec le YARD, qui sont vraiment des ateliers pour les adolescents et les enfants, des groupes de parole dirigés par une infirmière ou un médecin ou un psychologue pour parler de la maladie, du ressenti, de l'implication de la maladie dans la vie quotidienne, et qui sont vraiment en dehors des consultations, qui sont vraiment des timings bien définis, où ça se fait les week-ends, où ça se fait en soirée, et c'est vraiment des groupes destinés aux enfants. Il y a le premier atelier qui est destiné aux enfants et aux adultes, et puis très vite, et aux parents, et puis très vite, c'est que les enfants et les adolescents qui se retrouvent entre eux. Ça leur permet aussi d'avoir un échange entre pairs qui est très, très important au niveau de l'adolescent. Donc voilà, c'est toutes des choses qui permettraient de développer une meilleure clinique en fait de la transition, puisqu'on se rend compte que la transition est un point très, très important dans la pédiatrie. Malheureusement, c'est encore très peu développé et très peu systématisé, puisque c'est des choses qui demandent du temps, qui demandent un investissement, qui demandent aussi un investissement de la part des médecins, du personnel soignant, mais aussi des parents et des patients, hein, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Et pourtant, partout dans le monde, on sait que c'est super important pour pouvoir assurer des soins de qualité à ces adolescents et en fait à ces jeunes adultes en devenir, hein.
Et donc, il ne faut vraiment pas louper ce coche pour que tout se passe au mieux. Et donc, il est important de pouvoir se former par rapport à cela et de pouvoir rester ouvert par rapport aux patients, adolescents qui devient vraiment le gestionnaire de sa maladie et qui devient vraiment au centre, encore plus au centre de nos préoccupations. Donc voilà en quelques mots comment on peut imaginer une transition réussie. C'est très théorique, en pratique, mais je crois que c'est un petit peu différent. Et là, j'attends de voir un tout petit peu vos aperçus et vos ressentis. Je serais curieuse de voir un petit peu ce qui se passe ici. Et donc, je tiens à vous remercier pour votre écoute. Et ici, le petit garçon, on voit qu'il tient un livre, qui est un livre qui a été édité du côté flamand, traduit et édité du côté francophone grâce au soutien de Claire, qui est un livre justement pour apprendre aux jeunes à être sensibilisés à sa maladie, hein, puisque le titre, c'est « Regarde mes articulations » et ça permet d'avoir un bon outil de travail pour démarrer si pas la transition, en tout cas l'éducation thérapeutique du patient. Et donc, merci beaucoup de nous avoir aidé à traduire ce livre et à le distribuer. Voilà. Merci beaucoup pour cette appréciation de notre travail. Je pense qu'on offre aussi un espace de parole aux jeunes via notre groupe Rema Jeune aussi. Ouais, c'est ça. Et enfin, moi, je vais dire, étant engagée dans la démarche, je trouve que les associations de patients ont tout à fait leur place dans cette démarche aussi et ont un rôle important. Ouais. Et que, bon, c'est chouette aussi si les praticiens nous reconnaissent ce rôle-là et peuvent nous renseigner. Et nous, on est ravis de collaborer, bien entendu. Alors, je vous remercie vraiment pour cet exposé qui est très clair. Et moi, je veux dire, à titre personnel, ça m'a vraiment rappelé pas mal de souvenirs. Moi, je n'ai pas commencé une maladie rhumatologique jeune, mais j'ai une maladie cutanée, je souffre de psoriasis. Et donc, moi, j'ai dû vivre vraiment... C'est une période dont j'ai gardé un très, très mauvais souvenir parce que je n'ai pas eu l'impression, justement, d'avoir eu un accompagnement de la part des professionnels. Et j'avais un de mes parents qui était vraiment... qui chapeautait tout et c'était très dur de prendre mon indépendance pour ça. Mais bon, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même une question qui est proche de mon vécu. Il y a une personne qui me demande si les parents acceptent facilement de laisser leur enfant seul en consultation. En fait, parfois, c'est très dépendant. Parfois, on doit forcer la main. Hein, et donc, ça, c'est le rôle du médecin aussi à dire bon, ben là, je pense que je préfère examiner votre enfant seul. Tout dépend aussi comment on apporte les choses. Hein. Je pense que si on a travaillé la transition très tôt, très vite, qu'on a sensibilisé le jeune et les parents à ça, ben forcément, ça va mieux et le parent va se reculer naturellement. Quoi. Mais c'est un travail qui se fait progressivement. Et en effet, ça dépend un petit peu à qui on a offert, aussi bien du côté du jeune qui est parfois très demandeur que les parents sont encore là, mais aussi, comme vous avez signalé, des parents qui sont parfois très monopolisants. Quoi. Donc, c'est très dépendant. Après, j'avoue que si c'est une jeune fille, les papas ont plus facile à sortir de la pièce. Donc, ça permet d'avoir une ouverture plus grande avec la jeune fille. Et si le médecin exige, j'ai rarement des patients ou des parents qui me disent non, je refuse, je veux être présent. Donc, en forçant un peu la main la première fois, les choses se mettent en place progressivement et puis on peut en reparler avec le parent après. Et souvent aussi, ça me permet de dire, ben voilà, le patient a une zone seule avec le médecin, mais vous aussi, en échange, vous avez droit à une zone seule entre parents et médecins, sans l'enfant, pour poser aussi vos questions que vous n'avez pas envie de poser pour votre enfant. Et donc, ce système de deal, de compromis, en général, marche assez bien. Oui, parce que c'est vrai que d'être parent d'un enfant qui a une maladie chronique, c'est quand même pas une situation facile à vivre non plus. Non, il y a une implication énorme des parents qui ont porté leur enfant au début, parfois aussi dans une errance diagnostique, puisque dans le cas de l'arthrite juvénile idiopathique, qui est la maladie la plus fréquente en rhumatologie PET, mais parfois il y a des parents qui, pendant 2 ans, ont fait le tour de plusieurs médecins avant qu'on pose le diagnostic, donc ils ont vraiment... se sont battus vraiment pour cet enfant, et donc parfois c'est pas facile
et à juste titre, hein, de lâcher prise, quoi. Ouais, Donc, c'est ouais, pour ouais. ça qu'on doit faire attention, qu'on doit prendre en compte la maturité de l'enfant, son développement psychosocial, psychoaffectif, et aussi voir aussi où on en est avec les parents. C'est un beau travail d'équipe. Oui. Et est-ce qu'il y a un âge, par exemple, où on pourrait dire, où l'enfant a, je ne sais pas si c'est légalement, ou je ne sais pas quel adjectif utiliser, où l'enfant peut imposer d'être seul à sa consultation? Ça, c'est très compliqué parce que à partir de 16 ans, il a une certaine autonomie. Maintenant, il est toujours sous la responsabilité de ses parents, quoi. Donc, je ne suis jamais arrivée à des cas extrêmes où ça part en cacahuète parce que le patient exige quelque chose et le parent ne veut pas. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un âge légal. Sauf s'il y a une émancipation ou des cas judiciaires très particuliers. Oui, oui, bien sûr. Alors, une personne demande qui de l'enfant ou des parents accepte le plus facilement son diagnostic? Tout dépend à quel âge est fait le diagnostic, en fait, hein. Je pense qu'il faut pouvoir adapter son dialogue et son discours en fonction de l'âge de l'enfant. La polyarthrite, parfois, se découvre à 1 an et demi, 2 ans. Donc, à ce moment-là, le patient est assez passif par rapport à sa maladie. Maintenant, dès 3-4 ans, je pense qu'on peut déjà sensibiliser le patient à sa maladie, lui expliquer un petit peu pourquoi il a des problèmes dans ses articulations avec un langage adapté et un imagier adapté. Et puis, évidemment, à l'adolescence, c'est très compliqué d'accepter sa maladie, puisqu'on devient un peu différent par rapport aux autres, on est plus limité par rapport aux autres, du moins avant que le traitement agisse, hein, puisque heureusement, dans la majorité des cas, le traitement fonctionne et les adolescents ont une vie normale à condition de bien prendre leur traitement. Donc, je sais, c'est une question un peu piège. Ça dépend vraiment de l'âge et puis ça dépend de l'interaction avec les patients et les parents. Oui. Je suppose que comme pour nous adultes, il y a également des périodes où c'est peut-être plus facile à accepter, des périodes Bien pendant sûr, lesquelles c'est beaucoup plus lourd. bien sûr, bien Il y a sûr. de la révolte et de la colère qui revient probablement. Bien sûr, totalement. Et puis, Mhm. parfois aussi la démotivation, hein, le traitement ne marche pas suffisamment, pas l'impression d'avoir été écouté, de ne pas avoir été écouté correctement, ou les médecins sont satisfaits parce qu'il n'y a que 15 minutes de raideur matinale, mais pour le patient, c'est inacceptable d'avoir quand même 15 minutes de raideur matinale. Donc, je pense qu'il y a une grande part de dialogue qui doit être ouvert. Et moi, en travaillant également en hémato-oncologie pédiatrique, j'ai la chance d'avoir un support des psychologues qui peuvent initier des consultations en rhumatologie pédiatrique et gérer aussi tout ce qui est acceptation d'une maladie chronique et compliance au traitement. Donc, on a eu parfois des adolescents en total décrochage qui ont été repris par l'équipe de psychologie ou de kiné. Donc, j'ai beaucoup de chance du coup, de travailler dans un milieu universitaire et d'avoir accès à cela pour m'aider dans la pratique. Environnement pluridisciplinaire. Vraiment. Moi, j'ai une question. Un jeune, par exemple, de 17-18 ans, il va être orienté vers quoi? Vers la pédiatrie, qu'il aura peut-être un peu du mal à... Enfin, bon, se voir comme un enfant à 17-18 ans, c'est un peu difficile. Et puis, en même temps, on n'est pas vraiment non plus un adulte avec toutes les habiletés de l'adulte non plus. C'est ça. Qu'est-ce qui se Et passe donc, pour ces jeunes-là? actuellement, la pédiatrie, en tout cas à Saint-Luc, c'est jusqu'à 15 ans et 9 mois. Donc, en général, s'ils téléphonent comme ça au secrétariat, ils vont être pris en charge par les adultes. Et là, ça dépend un petit peu de la sensibilité du médecin adulte qui va soit transférer le patient en pédiatrie. Et à l'inverse, parfois, on a des patients de 17-18 ans qui sont en pédiatrie. Et on va dire, non, je pense que ta place est plus dans le monde adulte. On va déjà travailler la transition. Et c'est une certaine gymnastique de l'esprit, hein, mais c'est toutes les difficultés de cette population, comme je disais dans ma dernière slide, qui concerne les adolescents, jeunes adultes, hein, les AYA, où il y a beaucoup de choses à faire. Et dans plus en plus de centres, on a des prises en charge à cheval entre deux types de médecine, où on flirte un petit peu avec les deux. Et on collabore un petit peu d'un côté avec la pédiatrie, puis d'un côté avec les adultes, et on essaie de prendre le meilleur de chaque. Quoi.
Ouais, d'accord. Donc, le conseil aux parents d'un jeune de cet âge-là, c'est peut-être de prendre ce qui paraît le mieux adapté et que de C'est toute ça. façon, si ça marche pas, on rectifiera le tir après alors. Voilà, mais j'ai envie de dire que la réponse est un petit peu dans votre question, puisque vous dites on dira aux parents. Donc, ça prouve que Ah, quelque oui. part, à partir du moment où on passe par le parent, c'est que c'est encore un peu pédiatrique. Maintenant, si le jeune, c'est déjà arrivé, des jeunes à 17 ans qui maîtrisent assez bien, qui sont déjà plus autonomes et qui vont prendre eux-mêmes rendez-vous. Et donc là, il va prendre rendez-vous plutôt chez les adultes, quoi. Mhm. En disant, en proposant aux parents de prendre rendez-vous, ça veut peut-être dire que le jeune n'a pas encore acquis toute son autonomie nécessaire. Mhm. D'accord. Alors, on a parlé de groupes de support donc pour les jeunes, pour les enfants, pour les jeunes, et un groupe de support vraiment dédié aux parents, ça vous semble important aussi? Oui, je pense. Je pense que ça peut être intéressant euh, parce qu'on le voit de l'expérience des maladies chroniques. Je pense que parfois rencontrer, sans vouloir faire de ghetto de patients avec des maladies chroniques et se renfermer un petit peu en groupe, je pense que parfois ça peut être une aide, ça peut être aussi des systèmes de trucs et astuces avec tiens, mon enfant il a ça, il a ça. Parce que comme c'est des maladies rares aussi, c'est parfois compliqué de pouvoir se confier à son entourage sur une maladie que les gens ne connaissent pas bien. Donc je pense que en effet, des supports entre adultes, entre parents en tout cas, pourraient être une chouette idée. Ont tout à fait leur place aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de culpabilité de la part des parents qui peut compliquer tout ce processus? En rhumatologie, de mon expérience, j'ai moins ce sentiment de culpabilité. Je l'ai plus du côté hémato-oncologie avec les cancers, etc. Je dois dire qu'en rhumatologie, moins, ou peut-être que je suis moins sensible à cette question. Je ferai attention, merci. Mhm. Moi, je veux dire que personnellement, je suis inquiète pour mes propres enfants qui n'ont rien, hein, mais Oui, mais vous ne vous sentez pas coupable. ah, franchement, je vis un peu quand même dans l'angoisse qu'ils développent un jour des problèmes similaires aux miens. Oui, Ouais. quand même. Donc je me dis, avec des plus Mais jeunes oui, c'est enfants, ça ça. peut être encore plus présent quoi, comme sentiment. C'est l'angoisse, mais l'angoisse, Ouais, c'est pas se oui. sentir coupable, Mm, c'est des mhm. sentiments un petit peu différents. Ouais, ouais, ouais. Mais non, oui, bien Alors, sûr. On veut le meilleur pour ses enfants. bah oui, bien sûr, on est des parents avant tout, hein. Alors, si vous pouviez donner un seul mot aux patients qui suivent cette conférence, quel serait ce mot ou cette phrase, hein? Ou- Transition en douceur. Franchement, il faut que les choses se passent de façon smooth, crème, vraiment toute douce, quoi. De la douceur, de la bienveillance et accepter de pouvoir faire des allers-retours. Hein, c'est une période tellement importante de l'adolescence. C'est le moment d'exaltation, etc. qu'il Mhm. faut être très bienveillant avec soi-même et avec les autres. Choisissez la danse que vous préférez. Bah, c'est un message d'espoir, hein, on va rester là-dessus. Donc, bah voilà, je pense que nous arrivons tout doucement au bout donc, de notre premier atelier. Alors, donc ici, on a eu un certain public. Il faut savoir qu'on a eu à peu près le même nombre de publics et de spectateurs sur Facebook. Et donc, nous les remercions. Nous remercions autant nos spectateurs ici, direct sur le live, que ceux qui étaient dans le public de Facebook. Merci beaucoup pour votre interactivité. Et ben voilà, on vous attend nombreux vraiment aux activités de Claire. Si vous avez envie de vous procurer donc le petit livre sur les articulations, vous pouvez le demander chez nous, on vous le fera parvenir. Et autrement, on les a distribués quand même assez largement. Chez tous les bons rhumatologues pédiatres. Oui, voilà. Voilà, voilà. Maison. Alors, il y a une personne qui demande si on peut avoir le diaporama. Ça, je ne sais pas. On va peut-être... Oui, Discutez-en entre vous. oui. Moi, je veux bien qu'il soit donné, parce que tout est cité, je pense, mais peut-être le mettre en PDF pour ne pas qu'il puisse être modifié. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais je pense que surtout les personnes sont intéressées peut-être par les petits documents que vous avez partagés. C'était vraiment très, très intéressant. Mais on peut en reparler. De toute façon, ça se fera via le site et comme vous dites, de façon
Sécure. Voilà, où on en fera un article et on reprendra les petits documents, on en parlera après entre nous. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, docteur Boulanger, pour votre exposé.